Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrière nous présentera le Zoom de la semaine. Je pense que vous avez tous compris de quel match on va parler. Sans oublier la question du jour, le débat avec la ligue fermée et le sport. On va parler de football, de NBA, de basket, etc. Et enfin, nous recevrons Mathilde Minier, championne du monde et d'Europe de boxe française. Avec nous ce soir, la première de Vincent Avellana. Bonsoir Vincent. Mehdi Guillaume, bonsoir Mehdi. Bonsoir Sochaux, bonsoir Toulouse. Marek Kita, bonsoir Marek. Bonsoir tout le monde. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Canto paz feliu, canto per mio. Par contre, c'est quoi cette version? Oh là 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 là, oh là 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 là. Mais on voit la réaction de Mehdi. Bonsoir chers auditeurs, et oui, c'est le grand soir, c'est Sochaux-Toulouse dans 1h45. On voit tout de suite qui est distingué et qui ne l'est pas, quoi, vraiment. Pourquoi? On a un beau chant en occitan, et là, le Sochaux. Et oui, vous l'avez compris chers auditeurs de Sport. Ah, tu sens que ça va à la taverne. Ah oui, Sochaux-Toulouse ce soir dans 1h45. Il neige à Sochaux, donc les Toulousains ne sont pas prêts. Ils sont en train de découvrir ce qu'est la neige. On l'a vu sur les réseaux sociaux, hein, sur le Instagram. Ouais, mais c'est bon, la pelouse est chauffée, non? La pelouse est chauffée, le ballon est orange, les lignes sont oranges. Donc voilà, c'est parfait. Il y a de la couleur. Il y a de la couleur, mais voilà. Comment ça va? Vous le verrez sur le YouTube de l'émission et tout au long de la semaine. On a tous mis un maillot de Sochaux ou de Toulouse. Ça tombe bien, on est 4-4. Il y a 4 maillots de Sochaux, 4 maillots de Toulouse. Je vais pas mentir, j'ai prêté 2 maillots de Sochaux quand même. Il nous invente des supporters, il est prêt à tout. Mais il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Maxime? Ouais, moi vous l'avez offert celui-là. C'est vrai. Moi je dirais la section paloise. C'est vrai, c'est un mélange de la section et de Sochaux. Là, je suis dans la merde. C'est ça qui est marrant, c'est que j'ai un maillot de Sochaux sur le dos, bah il est pas jaune. Maxime a un maillot de Sochaux sur le dos, il est pas jaune. et Kevin a un maillot de Toulouse, mais il est pas violet. Donc voilà, on a fait un petit mélange de toutes les couleurs. Et vous le verrez, on mettra la photo aussi en fin d'émission sur les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter et le Instagram de l'émission. Et le nouveau a voulu se distinguer d'entrée de jeu avec un maillot un peu spécial, il se fait sa propre pub. Ah, c'est du placement de produit, hein, c'est votre équipe. C'est exactement c'est votre équipe là. Ouais, exactement. C'est notre équipe. J'avais le même hier soir en jouant. Vous faites bien de préciser au début, j'ai cru que c'était Bourgoin. J'ai dit attention. Le Sporting Club Toulousain, s'il vous plaît. On va souhaiter la bienvenue à Vincent. Bienvenue dans l'émission. Vincent, vous avez déjà fait une émission avec nous. Enfin, vous étiez déjà venu. On avait déjà parlé de vous et dans l'émission. Mais là, la première autour de la table. Pas trop stressé ça, mais vous faites déjà d'autres émissions, notamment sur le TFC avec le champion du monde à droite là. Je connais Monsieur Guillonneau à la feuille de match. C'est dur, hein? C'est dur, oui. Bon, c'est pas plus dur que de côtoyer Sochaliens ici. Oui, il commence très mal. Donc c'était la dernière émission de Vincent. Merci à vous. Je vois que vous êtes prêts, messieurs. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. Je fais une parenthèse, je crois que l'émission va être totalement folle. Parce que oui. Comme le match, on espère. Ouais, bah oula, le 0-0 me va très très bien, on en parlera tout à l'heure. Vous avez préparé d'autres jingles? Non, et le but d'Omarta face au TFC, il va nous sortir des trucs d'il y a 15 ans. Ah ouais. Elle était bien, ma petite blague musique là. Très bien, très bien, ça lance le truc assez proprement. Pour une fois, je suis fier de vous. Pour une fois, mais je sais pas comment le prendre. Merci beaucoup. Bah, je vais vous donner la parole, Mehdi. Ah oui. Alors, ça commence mal parce que Vincent arrive et il vous prend votre coup de cœur, coup de gueule. Non, mais ça, c'est honteux. Ouais, ça, c'est scandaleux. On va parler de biathlon avec Vincent tout à l'heure. Mais on va parler de basket. On n'a pas eu le temps d'en parler, c'est vrai. Vous allez nous faire un petit point sur ce qui se passe aussi un petit peu dans cette équipe. On va parler du Big 3. Vous me faites parler anglais, incroyable. Exactement, vous avez un peu galéré, mais c'est pas grave. Et effectivement, on avait parlé NBA, on avait fait un débat il y a 15 jours, 3 semaines. Et sauf que là, le lendemain ou le surlendemain. Exactement, une grosse nouvelle est tombée. C'était le 13 janvier, donc le transfert de James Harden au Brooklyn Nets. Dans un trade qui a impliqué 4 équipes, puisqu'il y a Brooklyn, Houston, Indiana et Cleveland. Donc pour obtenir Harden, ils se sont séparés de 4 joueurs et de nombreux tours de draft. Donc voilà, et
ça annonce peut-être l'aube d'une nouvelle grande équipe avec ce qu'on appelle un Big Three. Un Big Three, c'est 3 méga stars qui vont jouer ensemble sous le même maillot. Moi, ça m'a fait penser, la dernière, c'était surtout en 2010, c'était Miami avec LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Ouais. Voilà. On ne savait pas trop comment ça allait se passer, comment le ballon allait se partager, puisqu'il n'y a qu'un ballon pour 5 sur un terrain, c'est pas comme au foot. Et là, ça se pose aussi, il y a la question. Il va aussi. se poser cette question-là. Il y a notre Big Three qu'on avait évoqué, c'était Klay Thompson, Stephen Curry et Kevin Durant. Donc on savait très 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 bien que Klay Thompson allait déjà s'effacer pour les deux autres. Là, qui va s'effacer pour les deux autres? Les deux autres sont Kyrie Irving, qui est quand même 6 fois All-Star, champion NBA 2016, et Kevin Durant, 10 fois All-Star, 2 fois MVP 2014, double champion NBA aussi. Qui c'est qui va se mettre en retrait? Honnêtement, moi, je n'ai aucune idée et je suis plus, pour l'instant, dubitatif sur le truc qu'autre chose. C'est le coach, là, il va devoir bien et en plus, là, ça va être monstrueux. Parce que déjà dans une équipe professionnelle, dans une équipe de sport, même amatrice, il y a quand même 2-3 égos, je veux être le meilleur, etc. Quand c'est au niveau pro, c'est encore au-dessus. Mais alors là, à ce niveau-là, où ce sont 3 stars planétaires, là, bon courage au coach. Ah bah oui, c'est ça. Et puis c'est pas comme au foot, au rugby, ils sont que 5 dans l'équipe, donc pour partager le ballon. Et le coach, c'est Steve Nash, qui est une ancienne légende de la NBA. Canadien. C'est son premier poste en NBA. Il vient c'est la première fois il va se retrouver avec ce matériel-là dans les mains. Bon courage à lui. Je pense que sur le plan humain, il va avoir beaucoup de travail. Il a une énorme pression, parce que même si le Los Angeles Lakers est favori, ouais. Avec ce Big Three, il passe automatiquement juste derrière les Lakers. Il y a Milwaukee aussi. S'ils sont pas, il est attendu, quoi. S'ils sont pas champions de la conférence Est, il va y avoir des questions qui vont être posées. Il va peut-être y avoir un changement de coach, quoi. Ou au moins, il faut qu'ils gagnent à l'Est, qu'ils soient en finale NBA. S'ils gagnent pas cette année, je pense que c'est pas si grave que ça. Mais dans les 2-3 ans à venir, il va falloir montrer tout ça, ouais. On en parlera tout au long de l'année et je compte sur vous. Mais moi, ça me plaît pas, sachez-le. C'est vrai ? Pourquoi ? Parce que j'aime aucun de ces 3 mecs. D'accord. J'aime pas ces joueurs. Le style de joueur ? Ouais, même si c'est. Alors, Kyrie Irving, pour moi, c'est pas un joueur fantastique encore, parce qu'en plus, Durant, il bloque un peu dans la tête. Kevin Durant est le meilleur joueur du monde en ce moment, de toute façon. Et c'était un joueur fantastique, mais moi, on a le droit de pas apprécier certaines personnes. James Harden. Moi, je les apprécie pas. L'ultra individualiste, moi, ça me plaît absolument pas. Pas trop. J'espère d'ailleurs, c'est peut-être lui qui est en train de se réinventer. Sur ce qu'on voit sur les premiers matchs, c'est lui qui. Alors, il s'efface pas, mais il devient distributeur et il facilite un petit peu le jeu, ce qu'il faisait pas avant. Et je compte sur vous pour tout au long de l'année, ou alors Lucas. ou Kevin et Lucas pourront en parler tout au long de l'année. On va partir en Australie dans quelques jours. Normalement, si tout se passe bien, l'Open d'Australie, le premier grand chelem de la saison en tennis, va débuter, mais c'est un coup de gueule de Marek Keta. Ouais, un coup de gueule puisque une quarantaine est imposée aux joueurs et aux joueuses de l'Open d'Australie. 72 athlètes sur 256, c'est quand même assez conséquent. Des athlètes qui ont été déclarés cas contact après avoir voyagé à bord de vol ou qui comprenaient d'autres passagers ayant été testés positifs au coronavirus. Donc c'est l'État australien qui a cette mesure de placer en isolement pendant 15 jours, donc toute personne venant d'un pays étranger. Le problème, c'est que il y a des joueurs qui ont le privilège de pouvoir s'entraîner. Pas tous. Pas tous, non, parce que ceux qui sont cas contact, donc eux sont contraints de rester dans leur chambre. Voilà, ils peuvent même pas sortir sur leur balcon. Enfin, ils peuvent pas sortir de leur chambre, tandis que d'autres joueurs, notamment des stars comme Djoko, Nadal ou Thiem, eux ont un privilège. Et d'ailleurs, ça crée une tension entre les athlètes confinés, parce que eux, ils ont accès ils peuvent s'entraîner 5 heures par jour. Je crois qu'ils sont pas au même endroit. Ils sont à Adélaïde. Ouais, exactement. c'est ça. Ils sont à Adélaïde alors que les autres sont à Melbourne. C'est ça. Et donc, et on le voit sur les réseaux sociaux, ça des plans, oui, ils sont en train de courir, ils font des centaines d'allers-retours dans la chambre. C'est ça, ils créent des challenges, des trucs comme ça. Bon, alors c'est rigolo à voir, mais c'est assez. Disons qu'on va avoir sûrement. Voilà, ils font des amortis sur des matelas, ils tapent la balle contre le mur, ils font des allers-retours sur leur balcon, mais. Et gros soutien à Benoît Paire, quand même, qui a été en quarantaine lors de l'US Open. On ne sait pas trop pourquoi. Il avait très mal vécu le truc. Et là, il est encore une fois. Il est encore une fois isolé. Alors lui, qu'on sait sanguin, etc. Il va devenir complètement fou. Je ne sais pas dans quel état on va le retrouver. Premier match du premier tour, il va fracasser l'arbitre. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais. Ça va donner quoi la suite ? Pour moi, ça va donner une compétition un peu biaisée, très certainement. Même si là, on essaie de mettre en place quelques trucs. Notamment pour les filles, on va créer un tournoi sur une semaine pour que pour remettre en route, quoi. Voilà, pour remettre en route. Chez les hommes aussi ? Chez les hommes, il y a quelque chose qui va être créé, mais c'est
il y aura moins de temps, quoi. Donc voilà, il y a une vraie tension entre les joueurs. D'autant plus Des risques de blessures aussi. des risques de blessures, surtout ça, parce qu'au final, ce matin dans l'équipe, l'ancien préparateur physique de la numéro 1 mondiale Victoria Azarenka, il s'appelle François Bougie. Dans l'équipe, il disait que on peut perdre en 15 jours d'inactivité 10% de sa masse musculaire très facilement. Ce qui est énorme à ce niveau-là. Et voilà, à l'époque du du big data, où toutes les datas sont analysées, au moins 10%, c'est énorme, quoi. Demandez à Jean Sureda. Mais oui. Moi, je suis à 120% de perte, hein, donc. Et autre paramètre, c'est la chaleur, puisque on le sait en ce moment, c'est l'été. c'est C'est ça. inversé, voilà, c'est l'été austral là-bas. Est-ce que sportivement, c'est pas finalement mieux? Alors, il y aura moins de spectacles parce que physiquement, ce sera moins costaud, c'est normal. Il fera chaud. Il y aura une fatigue mentale aussi, une fatigue physique et une fatigue mentale. Mais tout le monde ne sera pas préparé. Donc, est-ce qu'on ne sera pas à même avoir plus de surprises? Et le tableau est peut-être plus ouvert. Je pense pas, Ou parce pas. qu'au final, regardez, tous ces joueurs qui peuvent s'entraîner 5 heures par jour, Oui, dès c'est que là, les ils mêmes. peuvent s'acclimater. C'est ça. Et ceux qui sont contraints de rester dans leur chambre, ils ont la clim, donc ils ont une température. Nishikori, lui, il s'entraîne sous 27 degrés, il a décidé de couper la clim, donc voilà, dans sa chambre, c'est plus ou moins tempéré, mais bon, ça reste. Jouer sous 27 et sous 35, c'est pas pareil. Et normalement, c'est début du tournoi le 8 février. Le 8 février jusqu'au 21. Là, donc on verra bien les nouvelles. Il y en a un qui a failli ne pas être avec nous autour de la table. Il a failli se faire taper par madame. C'est Maxime Brossard, parce que dans la nuit de samedi à dimanche, il a regardé le combat dont il nous avait parlé entre Poirier et McGregor. Et il était content, il a un peu crié. Et il s'est fait crier dessus. J'ai été mis KO à mon tour. Comme l'Irlandais Conor McGregor qui affrontait donc Dustin Poirier pour le... Pas pour un titre, c'est dans la catégorie des poids légers à l'UFC, c'était l'UFC 257 à Abu Dhabi. Donc c'était le retour de Conor McGregor après un an sans combattre. Son dernier combat, c'était une victoire contre Donald Cerrone. Il était très attendu. Tous les parieurs, tous les spécialistes annonçaient une victoire expéditive de l'Irlandais. Et finalement, c'est l'Américain Dustin Poirier qui, contre toute attente... Vous étiez inquiet d'ailleurs, Maxime, aussi, sur la durée du combat, quand on en avait parlé. C'est ça, là, il a eu raison, mais dans l'autre sens. Et comme beaucoup, en fait, je pensais que McGregor allait très rapidement s'imposer, un peu comme il avait fait contre Donald Cerrone en 40 secondes, sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Poirier a très très bien géré le combat. Il a bloqué McGregor contre la cage, il l'a épuisé et surtout il a mis en place une technique qu'on appelle les low kicks, c'est-à-dire c'est des coups de pied dans les mollets qui lui ont bloqué, on va dire, sa jambe d'appui et qui lui ont empêché de développer sa boxe, parce que sans appui on a moins de transfert de poids. Et ensuite il a contré McGregor, premier KO de la carrière pour McGregor qui est tombé. Ça va être beau, c'est la belle histoire, on va dire, la victoire de Dustin Poirier, puisque c'est lui qui disait en conférence de presse: je suis tombé 7 fois, je me suis relevé 8 fois. Et c'est vrai que c'est le combattant qui a jamais refusé un combat, qui s'est toujours démené, c'est un gros travailleur, il a toujours fait évoluer sa technique. Et il a été récompensé à juste titre. Maintenant on espère qu'il va se battre fermier, pour une ceinture. Non, Dustin Poirier, non, pas du tout. C'est un vrai... C'est pas Donald Cerrone. Donald Cerrone qui est un cow-boy, effectivement. Mais du coup... c'est ça, oui. Poirier, non. Et oui, pour revenir, là, c'est catastrophique par contre pour l'UFC. Parce qu'en fait, si vous voulez... Pourtant, ça fait de la bonne pub. Eh ben non, justement. Puisque, en fait, Conor McGregor, s'il battait Dustin Poirier, il pouvait envisager une revanche contre Khabib Nurmagomedov. Sauf qu'en fait, maintenant qu'il a perdu, la revanche ne va pas avoir lieu. Est-ce que Dustin Poirier a déjà affronté Khabib, il avait perdu, donc ça ne va pas intéresser Khabib de faire un match retour. Donc toutes les cartes sont rebattues, c'est-à-dire que là, ça va être assez intéressant en termes de... Pour les puristes, ça va être intéressant puisque la catégorie a été chamboulée. Donc il va y avoir plein de combattants qui vont s'affronter pour essayer de trouver le meilleur, le nouveau roi des poids légers. Mais pour les gens qui ne s'intéressent pas spécilement au MMA, comme vous par exemple, vous n'allez pas suivre en fait, puisque vous n'allez pas connaître les combattants, vous n'allez pas avoir... il va pas y avoir l'attrait médiatique qu'il y a quand il y a McGregor en fait. C'est ça le problème. Est-ce que c'est pas le moment pour moi de me lancer? Il y a un trou là. Là ça va être compliqué à mon avis, Jean, il va falloir cutter fort. Hein. Puis vous n'avez pas le nez cassé en plus, donc ça va faire mal. Ah ouais, je pense qu'il va falloir commencer par ça. Ouais. C'est vrai? Ah bah oui, parce que c'est ce qui fait le plus mal, c'est ce qui ressort le plus. Alors, je vous annonce en direct dans Sportez-vous bien, je prends ma retraite. J'arrête de combattre dès maintenant. On va mettre les skis, on va mettre les manteaux, on va partir sur la neige. Je vais vous donner la parole, Vincent.
on va parler de biathlon. Oui, le biathlon, vous avez oublié aussi dans l'accessoire le gilet pare-balles aussi, c'est comme une carabine. Attention au public, parmi les différents accessoires. Accessoirement, c'est bien. C'est Pour bien le d'en public, avoir un. quand ça tire mal, ça peut être utile. C'était donc la 7e match de la saison ce week-end à Antols en Italie. C'était une saison particulière puisqu'on double les lieux d'étape pour éviter les déplacements. Il y a eu 2 manches en Finlande, 2 en Autriche, 2 en Allemagne pour éviter ces déplacements. Premier week-end avec 6 podiums en 6 courses pour les Français. Ça n'était pas arrivé encore cette année, ça arrivait plus régulièrement à l'époque de Martin Fourcade. Qu'on salue, qui nous écoute. Sûrement, j'espère. 6 courses, 6 podiums, 3 victoires. Ça a commencé jeudi avec la 3e place d'Anaïs Chevalier-Boucher sur l'individuel. Elle était imitée vendredi par Quentin Fillon-Maillet qui termine à la même place devant Lucas Hofer pour 1/10 de seconde. Donc 20 km pour se départager sur 1/10 de seconde, c'est assez impressionnant. Samedi, c'est le feu d'artifice, 2 victoires en 2 courses pour les Français. Julia Simon remporte sa 2e Mastart de suite. Ça, c'est une grosse perce. Surtout, elle était derrière toute la course, un scénario assez fou. Ouais, elle sort 3 ou 4e au dernier tir et elle rattrape ça. tout le monde. Ouais. Elle rattrape tout le monde au bout de quelques centaines de mètres et elle les dépose dans la dernière ligne droite. En plus, un sprint particulier. Très court. Un toll très court. Un long virage, puis une ligne droite de même pas 50 mètres. L'après-midi, c'était le relais homme qui, par contre, a gagné sans trop de difficultés. C'est pareil, 2e victoire en 2 semaines. Donc, sur la compo, Fabien Claude avait remplacé Antonin Guigaudin, ce qui fait que les 5 meilleurs biathlètes français se sont imposés cette saison. C'est pas mal. C'est une belle performance d'équipe. Et le dimanche, les Françaises terminent 3e de ce relais, à seulement 21 secondes de la Russie. Elles ont longtemps été à la lutte pour la gagne, mais bon, c'est assez court le relais féminin, donc il n'y a pas ces kilomètres pour que Julia Simon réédite l'exploit de la veille. Quand Fourcade a pris sa retraite, on pouvait s'attendre à un creux finalement. Les sportifs sont bien en sachant qu'on est à 1 an des JO d'hiver. Hein. Oui, donc c'est tout bénef pour l'équipe de France pour l'instant de biathlon. Tout bénef, parce que quand on regarde quand même le bilan, avec en plus la 2e place de Quentin Fillon-Maillet sur Mastart l'après-midi, à même pas 30 secondes de Johannes Beu avec un tour de plus de pénalité. Johannes Beu qui est un monstre, c'est-à-dire sans Martin Fourcade. Voilà, sans Martin Fourcade, c'est le meilleur biathlète du monde entier de tous les temps. Donc le problème c'est qu'il y a eu le Et il l'avait déjà battu l'année dernière, il a commencé à le battre. Là pour le coup, on a quand même je compte sur ma feuille, on a 7 alors on a Julia Simon, Quentin Fillon-Maillet, Anaïs Chevalier-Boucher, Fabien Claude et Mien Jacquelin qui sont déjà montés sur le podium. 5. C'est quand même une belle performance d'équipe. Et puis championnat du monde quand même à plus court terme dans 15 jours. C'est ça, Pokljuka, ça commence, je ne me trompe pas, le 10 février pour 2 semaines, 12 épreuves, 8 individuels, 2 relais et 2 relais mixtes. Donc oui, donc il y a quand même de quoi faire aussi. Il y a des chances de médaille, il y a quand même des Français qui sont bien classés. S'il n'y a pas 5-6 médailles, ça sera une déception quand même. Surtout sur les relais. Ouais. On est d'accord. On va parler de vélo. Ouais, on va faire très court. Je vous donne 30 secondes. On va parler de Pinot et Dumoulin qui ont annoncé quand même cette semaine deux choses différentes mais très fortes. Ouais. Thibaut Pinot qui a annoncé après les nombreuses déceptions qu'il a eues les 2 dernières années qu'il ne ferait pas le Tour et qu'il ferait le Giro. Ce qui entraîne aussi la présence de Arnaud Démare qu'on avait vu briller la saison dernière. Il était sûrement dans la forme de sa vie en gagnant 4 étapes sur le Giro. Lui, par contre, il fera le Tour de France. Et l'autre nouvelle, moi, ça m'a un peu surpris. Je savais pas qu'il était dans cet état-là. C'est Tom Dumoulin, qui est un des meilleurs coureurs par étape du peloton, qui a fait 7e du Tour l'an dernier, qui fait partie de l'Armada Jumbo, qui met sa carrière entre parenthèses à seulement 31 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on le verra pas cette saison, ou peut-être au cours de l'année. On sait pas trop dans quel état il est. Lui non plus, il sait pas quand est-ce qu'il va reprendre. Étonnant surtout qu'il était au sommet. C'est pas comme si c'était un coureur qui avait connu une saison blanche ou un creux dans sa carrière. Ouais, mais il a pas eu de grosse victoire et je pense que dans sa tête il se pose des questions quoi. Et est-ce que c'est très bête ce que je vais dire, est-ce que le fait d'être en confinement, d'être chez lui, est-ce qu'on se dit pas finalement on est bien chez soi, c'est bête ce que je dis, mais est-ce que ça peut jouer là-dessus pour un athlète de haut niveau? Ouais voilà c'est ça, mais est-ce que finalement on connaît pas sa situation familiale peut-être c'est bien possible, mais je pense que pour lui il y a eu quelques échecs et ça doit le travailler. Et on va terminer les coups de cœur et les coups de gueule avec Maxime Brossard. On va partir de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, on va partir aux États-Unis. C'est vrai, vous êtes bon géo. C'est le lac de Belfort. Allez, on part de l'autre côté du lac de Belfort. On part donc aux États-Unis. C'est une page de l'histoire du sport, puisque Tom Brady, à 43 ans, va disputer son 10e Super Bowl. Il en a déjà gagné 6. Il peut peut-être en gagner. D'ailleurs, sachez que c'est la NHL. Oui, la NHL, c'est le hockey, Jean. Mais genre, fera un petit point NHL la semaine prochaine pour vous faire plaisir. Alors ça, monsieur Guillaume, Guillaume. c'est du hockey. Hein. Oui. Alors, monsieur Guillaume, je vous lâcherai pas de l'émission.
Je vous boude. C'est petit, ouais. Et du coup, oui, il va affronter donc Kansas City en finale, et en plus, ils auront l'avantage du terrain, Tampa Bay, puisque la finale, pour la première fois de l'histoire de la NFL, la finale, le finaliste jouera à domicile. C'est-à-dire qu'il y aura un finaliste qui jouera à domicile, c'est Tampa Bay. Et donc, voilà, contre Kansas City. Beau duel en perspective, en plus, entre deux générations de quarterbacks, puisque d'un autre côté, il y a Patrick Mahomes qui est le MVP. Et en plus, Kansas City va défendre son titre. Donc, mais je vous en reparlerai la semaine prochaine, de toute façon, puisque ce sera pour vous annoncer la, je m'y mettrai finale. aussi. Voilà. Et on salue Lucas Serdic qui tous les ans, à chaque fois qu'il est, il dort plus. Voilà, je crois que je veux pas parler pour lui, mais je crois qu'à chaque fois il prend un jour de congé le lendemain. C'est vrai, pouvoir, c'est possible. Ouais, Oui, je crois que c'est vrai. ça. Hein, c'est tous les ans il prend son jour de congé le lendemain du Super Bowl pour pouvoir le regarder tranquillement et dormir. Merci messieurs. On va pouvoir passer au zoom de la semaine. Le zoom de la semaine, et avant de parler bien évidemment sans surprise de Sochaux Toulouse dans 1h25 maintenant, retour sur les paris de la... 20 secondes aussi, non ? C'est ça, retour sur les paris de la semaine dernière. Il y a eu un miracle, on parlait sur Perpignan-Colomiers. Perpignan-Colomiers, Maxime. Victoire de Perpignan, 32 à 17. Je vais donner un 28-12 pour Perpignan. Romain. 22-15 pour Perpignan. Kevin. 24-19 Perpignan. Coraline. 15-21 Colomiers. Et Marek. Moi, je vois un 28-16. J'ai donné 28-12. Il y a eu 28-12. Je suis pas peu fier. Le devin, ouais. Je suis pas peu fier parce que trouver un score sur le foot, ça va. Trouver un score sur le handball, c'est facile pour moi. Sur le tennis, c'est facile. Mais je suis très très fier. Je remercie ma famille, mes amis d'avoir. C'est un gros coup de chance. Si vous donnez le bon résultat là sur ce zoom là, je m'engage à porter un maillot de Sochaux la semaine prochaine. Ouh là là. Ça c'est beau ça. Alors écoutez, je vais changer mon pari. Je vous jure que je vais changer mon pari. Je vais le dire tout de suite. Je voulais donner 2-0 pour Toulouse, mais rien que pour vous. On va rester poli. Vous embêtez 2 fois plus. Je vais mettre non seulement une victoire de Sochaux, comme ça, Toulouse perd, et en plus, vous achetez un maillot de Sochaux. On va voir ça tout à l'heure. Le zoom avec vous, Kevin Carrière. Le choc, 20h45, Sochaux-Toulouse. Ouais, exactement, le derby de Sportez-vous bien au foot, en espérant que ce soit un match retour bien meilleur que le précédent, très ennuyeux 0-0 au stadium. Donc voilà, donc Toulouse qui est 3e et qui en cas de victoire remonterait à la 2e place, occupée par Clermont, une place qualificative pour la Ligue 1. Donc Toulouse c'est la meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 2, une seule défaite à l'extérieur, c'était à Grenoble en août, et depuis Toulouse est invaincu à l'extérieur. Le TFC est sur un nuage et reste sur 11 matchs sans défaite, en ayant affronté des gros du championnat, la dernière en date, la revanche contre Grenoble. Un match nul arraché à Caen après avoir été mené 2-0, une victoire obtenue face au Paris FC en infériorité numérique. Et Sochaux de son côté, ça retrouve des couleurs. Après un très bon début de saison, il y a eu une mauvaise passe en octobre-novembre, mais ces derniers temps ça va mieux avec une seule défaite sur les 10 derniers matchs, et là cette défaite c'était à 3, donc le leader. Sur 2 coups de pied arrêtés, messieurs, s'il vous plaît, dont un penalty, donc il y a une excuse. Et en revanche, par contre, il y a beaucoup de matchs nuls. Sochaux est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls en Ligue 2 cette saison, avec 10 matchs nuls en 20 matchs. Et Sochaux qui est classé 7e à 8 points d'Auxerre, 5e. Et à noter juste le retour de Ricili dans le groupe toulousain. Ça va faire du bien au TFC, le retour de l'attaquant devant. Ah bah oui, même s'il y en a un qui est en forme en ce moment, c'est Vakoun Bayo qui a marqué sur les derniers matchs. Donc je pense que Toulouse est équipé de toute manière. Et le TFC a toujours marqué, j'ai vu une stat tout à l'heure sur Twitter, a toujours marqué à l'extérieur cette saison. Donc voilà, peut-être quelque chose à prendre en compte, où ils vont enfin ne pas marquer ce soir. Il neige beaucoup, donc ils sont frigorifiés. Tout ce qu'on peut espérer déjà, c'est que les Sochaliens jouent au foot, pas comme au match aller. Ah ouais, c'est vrai. Un match aller, vous étiez au stade, Maxime aussi. C'était tous derrière, il ne s'est rien passé, c'était une catastrophe. C'était long. Puis alors, vu le prix des places à l'époque, putain, ça faisait mal. C'est le seul match qu'on a pu voir au stade d'ailleurs cette saison. C'est le seul que j'ai vu depuis un an, donc c'est incroyable. Sochaux, donc avec le recul, ça fait mal. Oui, c'est vrai que vous étiez avec moi lors de ce match-là, monsieur Avellana. Oui. Qu'est-ce qu'on s'est embêté. C'est vrai que c'est ennuyant. Bon, on va passer au pronostic. Honneur à vous, Vincent. Alors moi, je donne 2-1 pour Sochaux. J'avais dit 2-0 pour Toulouse. Et juste pour embêter Mehdi, je vais donner 2-1 pour Sochaux. Mais sincèrement, je n'y crois. Sans faire le faux modeste, je n'y crois absolument pas. Vincent. Je vais dire 1-2 Toulouse. Donc 2-1 Toulouse. 1-2. Marek. 0-2 Toulouse. Merci Marek. Coraline. 1 partout. Kevin. 3-0 Toulouse. Ouais. Boum. Dernière émission pour Kevin. Romain. 3-1 Toulouse. Ah bah non mais vous êtes sérieux là les gars. Mehdi. 0-0. Maxime. Je vais ressortir le légendaire 3-3. 3 partout. Et j'espère que tout le monde a raison sauf Mehdi. Ça voudrait dire qu'on aura vu des buts même si je signe pour le 0-0. On va pouvoir passer à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour.
La question du jour, une question par semaine, 4 minutes pour y répondre. Vincent, on peut dire tout et n'importe quoi. Bon, on est quand même écouté par le CSA, donc faut faire quand même attention. La question elle est très simple, et c'est souvent d'actualité. Là par exemple c'est d'actualité, qui est Tom King. Tom Roy. Oui, qui est Tom Roy. Ah non, mais c'est un Je connais anglais ce ou nom. c'est Non, Ben King, c'est un Cycliste. cycliste. c'est un anglais? C'est un Britannique. C'est un Britannique. Est-ce qu'il fait un sport collectif? Oui. Bon, déjà, rugby? Non. Foot? Oh, voilà. Est-ce que... C'est l'inventeur de la Coupe d'Angleterre. Du trophée de la Coupe d'Angleterre. Pas du tout. Attends, est-ce que c'est un joueur déjà? C'est un joueur. Bon, voilà. Est-ce qu'il est gardien? Ah, c'est celui qui a marqué le but le plus loin de l'histoire et qui a marqué voilà. en tirant 6 mètres. C'était un gardien de 4ème super. division. Très bien. évité, Très c'est pour ça que très j'ai- très C'est bonne pas réponse. Crowley Town Je suis d'accord. Et il joue à Newport. à Newport. Et il a battu le record en marquant mardi. C'est au Pays de Galles. C'est au Pays de Galles, d'ailleurs. Newport. Ouais, J'étais en train de réfléchir. En marquant mardi sur un 6 mètres, Tom King a marqué le but le plus loin du monde avec 96 mètres en division 4 anglaise contre Cheltenham, un partout. Ouais. Il marque à la 12e minute Ça en doit lobant se le dire, gardien il y a- adverse. Il y avait un Est-ce que- gardien qui... Attendez, Il y avait du est-ce vent, que vous hein. voulez attendez, est-ce que je peux vous faire peur? Est-ce que vous savez vraiment pourquoi je connais son nom? Vas-y. Non. Parce que Football j'ai fait manager. une carrière qui a duré plus de 2 mois avec Newport Oh sur là là, FIFA. putain, non, ouais, mais, c'est non, mais En fait, il y a la- je ne rigole pas. Ah, c'est vraiment le geek qui sort de sa chambre. Je suis désolé mais non, mais je viens de me rendre compte de ça, c'est assez horrible. Vous préparez le confinement, c'est ça? Il n'y avait pas un gardien qui avait déjà fait un but comme ça, c'était Robinson ou Robertson là, Ouais, qui jouait mais- à Ouais, Tottenham. mais je crois. il avait le ballon dans les mains. Alors que Ah, là, c'est oui, ballon exact, 6 mètres au ouais. sol. Ouais, En fait, il y avait du vent. Il y avait du vent. Il y avait du vent et en fait, il y a eu un rebond. Et D'accord, ça. ouais. ça- Ah oui, oui, Et puis il y ça avait a déjà eu lobé. des trucs comme ça sur des passes en retrait, notamment des, Ah oui, des oui, défenseurs. oui aussi. Un Alors peu que là, fort. ça part vraiment ballon arrêté Ah du oui, 6 oui, mètres. d'accord. Le record Ouais. précédent avait été aussi établi en Angleterre. C'était en novembre 2013. Là, par contre, c'était en première ligue. C'était 92 mètres. C'était un joueur de Stoke City, le Bosnien, Ah Begovic, ouais, Ah oui, Begovic. qui Asper avait marqué Begovic, ouais. contre Southampton avec Stoke City Putain, en Qui joue 2013. Au coup d'envoi en plus. Hein. Ah Quasiment oui un coup d'envoi. Ouais, ouais. ouais, Ah ouais, c'est vrai il me semble. Ouais. Pouah. Bon, voilà, je voulais poser cette question. Pourquoi? Parce que on a failli mettre des beaux buts nous hier. Oh là, ouais. Bien sûr que j'allais y revenir. Vous avez loupé quelque chose à Blagnac. Ah, on avait un grand match de foot. Ah, quoi. c'était tout sauf du foot, quoi. Ah, il y avait des On m'a plaquages. on ouais. m'a dit déjà, vous allez Si jouer au foot. c'était, ça des ressemblait au blessés, foot là. galéique. Il y avait Ouais. des plaquages, un peu quelques On a fait un frappes. foot, mais dans la boue. Ah ouais, Il y a eu énorme. du sang, il y a eu Ouais. des pouces pétés, une cheville. Votre cheville, Romain, va bien? Parce que c'est vrai que Ça va mieux, oui. ça va mieux. Votre pouce. Bon, Mehdi. j'ai un peu de mal à écrire. Voilà. Il est un peu plus gros que l'autre, mais ça va. Il est luxé. Pour vous dire, le foot d'hier, il était absolument. Faudra en refaire. Il était absolument fantastique. On pourra remettre ça, bien évidemment. Nous, on se retrouve dans moins de 3 minutes avec notre invitée Mathilde Minier. À tout à l'heure. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invitée est Mathilde Minier, triple championne du monde, quadruple championne d'Europe et 8 fois championne de France de la savate boxe française en assaut, en technique, en combat. Des termes que le grand public ne connaît pas, à l'image malheureusement de cette discipline qu'on va apprendre à connaître ce soir et qui fait de plus en plus d'adeptes en France. Mathilde, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. On connaît la boxe classique, dite anglaise. Pouvez-vous nous présenter déjà dans un premier temps la boxe française? Donc la boxe française, c'est un sport d'opposition de combat qui se pratique avec les poings, donc comme pour la boxe anglaise, mais aussi avec les pieds. Et la différence des autres sports pieds-poings, en fait, on porte des chaussures. C'est pour ça qu'on appelle savate boxe française. Donc, voilà. Il y a beaucoup de similitudes avec il y a pas du tout de similitude avec la boxe anglaise. Il y a des similitudes dans les techniques de points utilisées. On utilise D'accord. des directs, des crochets, des uppercuts comme en boxe anglaise. Mais après, on valorise nettement plus les touches et les frappes en pied. Ce qui fait que quand on regarde les deux sports, c'est quand même deux sports qui sont complètement différents. Comment vient la boxe française? Est-ce qu'on essaye la boxe anglaise et ça nous plaît pas? Est-ce qu'on essaye le karaté, le judo? Comment on fait de la boxe française? Alors, pour les autres, je sais pas. Pour moi, j'ai Pour vous, essayé bien sûr. plein de sports. J'ai essayé plein de sports et je suis tombée un petit peu par hasard sur la boxe française. Là où j'habitais quand j'étais petite, il n'y avait pas forcément de club de boxe anglaise. Donc, c'est vrai que je suis rentrée par hasard dans une salle de boxe française, du coup, en l'occurrence, et ça m'a tout de suite plu, quoi. Et qu'est-ce qui est le plus facile pour s'adapter? C'est-à-dire, est-ce qu'un sportif qui fait de la boxe française, il aura plus de facilité à faire de la boxe anglaise ou de la boxe anglaise à faire de la boxe française, ou c'est vraiment deux sports à ne surtout pas comparer? Alors, j'aurais tendance à dire que quelqu'un qui a boxé en française peut ensuite passer en anglaise. D'accord. On a des grands champions de boxe française qui ont effectivement réussi des carrières d'anglaise derrière. Après,
c'est quand même deux sports qui sont fondamentalement différents sur les appuis, même si c'est la même technique de points utilisée, c'est deux sports qui sont quand même vraiment, vraiment différents. Il y a beaucoup de disciplines différentes justement. Vous êtes championne du monde sur l'assaut, sur le combat, vous êtes championne de France sur la technique, ou vous êtes quintuple championne de France là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces différentes disciplines dans ce sport ? Ouais, alors en fait, de manière générale, on commence en assaut en jeune parce qu'on ne peut pas faire de frappe. C'est trop dangereux, c'est interdit par notre fédération. Donc tous les boxeurs de boxe française commencent par de l'assaut. Donc c'est une discipline qui reprend toutes les techniques de la boxe française, mais où les coups ne sont pas appuyés. On proscrit en fait la puissance, donc c'est juste des touches. Et à partir de 18 ans, une fois qu'on est majeur, on peut décider de passer au combat. Et là, par contre, dans un combat, le but du jeu, c'est vraiment de mettre KO l'adversaire. On n'y arrive pas forcément, mais en tout cas, de s'impacter l'intégrité physique de l'adversaire. Et moi, j'ai performé dans les deux. J'ai eu cette chance-là d'arriver à gagner dans les deux disciplines. Et qu'est-ce que vous préférez, l'assaut ou le combat ? Alors, c'est très, très différent. Ouais. Moi, au fond de moi, je préfère l'assaut, mais je peux pas dire que le combat c'est pas intéressant et que c'est pas une partie de la boxe il faut aller découvrir aussi le combat parce que ça change quand même la manière de voir les choses, d'appréhender les matchs, etc. Quand on ne sait pas dans quel état on va descendre du ring à la fin d'un match, ça change quand même un petit peu l'approche du match. L'assaut, c'est quand même assez technique par rapport au combat, mais vous avez été quintuple championne de France de technique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît ? Alors, le technique, en fait, c'est le nom du championnat. D'accord. On appelle le championnat de France assaut le championnat de France technique. Voilà, donc c'est bien la même chose. Oui, c'est bien la même chose. Après, c'est vrai qu'un assaut où donc il y a que de la touche pour essayer de faire pour essayer d'être meilleur que l'adversaire, on utilise aussi beaucoup plus de coups techniques. Par exemple, les coups tournants, les coups sautés qu'on verra moins en combat parce qu'il y a une plus grande prise de risque quand on fait ces coups-là. Et donc forcément, plus grande prise de risque. Donc si on prend un contre ou quelque chose comme ça, on n'est pas sûr de bien finir, quoi. Question d'un chroniqueur, Maxime Brossard. Bonsoir Mathilde. Alors moi, la question que j'avais, c'était justement, vu qu'il y a deux disciplines dans la boxe française, comment on aborde ces deux disciplines en termes d'entraînement, comment vous vous préparez en fait, puisque vous n'avez pas la même appréhension face à l'adversaire. Donc comment ça se passe ? Est-ce que quand on travaille justement l'assaut, on travaille plus sur la gestuelle, la qualité technique, et quand c'est le combat, on travaille plus la préparation physique. Comment ça se passe en fait ? Ouais, les préparations sont un peu différentes, c'est surtout dans l'approche du match, dans la préparation mentale, je dirais, du match aussi, quoi. Après, moi, j'ai la chance de m'entraîner au Pôle France à Toulouse, donc c'est vrai on peut tout travailler en fait en même temps. C'est aussi pour ça que j'ai pu performer dans les deux disciplines. Dans tous les cas, comme le nombre de reprises dans les matchs n'est pas le même en assaut et en combat, il y a forcément une différence d'approche physique, forcément. Mais oui, voilà, en gros. D'accord. Est-ce que les sports il y a les sports de combat avec le pied qui sont de plus en plus suivis ? Je ne sais pas si déjà vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que c'est finalement une bonne nouvelle pour la savate ? Oui, complètement. On voit surtout l'émergence du kickboxing, du K1 de plus en plus dans les médias. Divers, voilà. Après, c'est hyper intéressant pour la boxe française. Il faut que nous, on arrive à prendre le bon wagon, entre guillemets, et justement de surfer un petit peu sur cette mode des sports de combat pied-point. Après, je ne sais pas jusqu'où on va aller, surtout qu'actuellement, c'est un peu compliqué de pratiquer ce sport. Donc, c'est vrai que ça marque quand même un coup d'arrêt. La période actuelle marque quand même un coup d'arrêt par rapport à tout ça. Maxime Brossard. Et là, surtout, j'avais une question. Donc, on voit beaucoup avec notamment, surtout, c'est le MMA qui est en train, maintenant qu'il a été légalisé en France, qui est en train un peu de vampiriser. J'ai l'impression beaucoup de jeunes qui font des sports de combat. Est-ce que vous seriez tenté, par exemple, d'essayer le MMA ou même peut-être une autre discipline pied-point, peut-être comme la boxe thaï ou le K1 par exemple, ou est-ce que vous restez fidèle à la boxe française ? Alors, je resterai fidèle à la boxe française, c'est quand même mon sport de passion. Après, je serais pas forcément contre le fait d'aller en kick ou en K1 parce que c'est les deux sports qui se rapprochent le plus de la boxe française, justement. La boxe thaï, il y a toute une culture thaïlandaise et tout moi, je suis quand même en fin de carrière, plus ou moins. Donc, pour refaire tous les apprentissages là-dessus, ça peut être quand même assez long et compliqué. Et pour le MMA, je suis pas forcément attiré par ce format-là, d'autant que j'ai aucune notion en lutte, passage au sol. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment différent comme sport. Mais après, je suis fermé à aucune opportunité.
Une question d'un autre chroniqueur, Marek Keta. Oui, bonsoir Mathilde. J'ai Bonsoir. lu dans une autre interview que vous aviez donnée qu'il existe aussi la savate forme. Est-ce que vous pouvez nous en Oui. parler? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une discipline associée de la fédération où en fait on reprend tous les mouvements, toute la gestuelle de la boxe française et qu'on fait en musique sous forme un petit peu de cardio-box comme on peut voir dans les C'est différentes excellent. salles C'est de bien sport. ça. Voilà, et donc ça a amené sur la fédération un gros public féminin en fait, et qui souvent prennent cette discipline pour rentrer dans les clubs de boxe et après viennent vers la vraie boxe entre guillemets, viennent vraiment boxer après parce qu'ils ont eu les bases en fait gestuelles et ils se sentent plus en confiance pour aller faire des vraies oppositions par la suite. Le nom du sport, c'est la boxe française qui domine justement dans le monde. Est-ce que nous, avec le titre de ce sport, entre guillemets, on domine ce sport et qui est notre concurrent? Donc oui, les Français, on est la première nation sur cette discipline. Après, il y a notamment les pays d'Europe de l'Est qui sont très forts. Quand on a des matchs à faire contre les Serbes, contre les Croates, les Russes, on sait que ça va être des matchs très difficiles. Est-ce que les ensuite, Asiatiques il y a- l'utilisent? Pardon. Parce que les Asiatiques sont beaucoup dans un sport de combat, ils aiment beaucoup ça. Est-ce que vous croisez Oui. beaucoup d'Asiatiques par Et rapport à ça? alors, on a des Japonais qui sont présents depuis de nombreuses années, et là, depuis une dizaine d'années, il y a aussi la Chine qui Ok. s'est fortement mobilisée sur cette discipline, avec des partenariats justement des entraîneurs français qui vont aussi faire des partenariats avec les Chinois, et c'est une nation qui est vraiment montante là actuellement, donc il faut se méfier. Est-ce qu'on est pro quand on est on fait de la boxe française et surtout quand on est triple championne du monde, quadruple championne d'Europe et 8 fois championne de France? Pas du tout, c'est un sport qui est amateur, donc on gagne pas du tout d'argent sur les championnats qu'on fait et tout. Et donc moi à côté j'ai un métier, je suis professeur de PS dans un collège sur Toulouse. À Toulouse, au collège Jolimont. Ça fait des semaines chargées quand même. Est-ce Une que- organisation. C'est ça. Est-ce que le fait d'avoir un statut de sportif de haut niveau, quand même, l'État, oui, j'ai envie de dire l'État, parce que on est sous l'éducation nationale, voilà, c'est le mot que je cherchais, quand Oui. même, vous aménage les emplois du temps? Alors j'ai pas demandé cet aménagement-là, on peut l'avoir, on peut être D'accord. déchargé à 50-60% de notre temps de travail. Moi j'ai pas forcément demandé, parce que ça permet d'avoir un espèce d'équilibre entre justement la partie entraînement et la partie travail, où du coup on n'est pas que focalisé sur l'un et l'autre et on pourrait se lasser de l'un ou l'autre. Par contre, le statut me permet en fait de rester sur Toulouse là, depuis quelques années, étant donné que je m'entraîne au Pôle France qui est à Toulouse. Donc ce statut il permet de rester proche de sa structure d'entraînement en fait. Et comment les élèves vous voient? Est-ce qu'ils ont peur de vous déjà? Je pense pas, je sais pas. Après, les élèves, je leur en parle pas au premier abord, parce que quand je suis au collège, je suis en priorité La prof, prof de je suis sport, pas bien sûr. boxeuse. Voilà. Bon, ils finissent toujours par l'apprendre, plus ou moins, et bon, on en rigole, et ça donne une espèce de respect qui peut s'instaurer aussi par rapport à justement cette carrière sportive parallèle, quoi. Donc ils sont finalement peut-être plus sages, même s'il faut être sage dans toutes les disciplines, mais ils sont peut-être plus sages avec vous Je sais pas. qu'avec vos collègues. Je saurais pas dire, j'ai pas forcément de... Il y a le Covid qui touche malheureusement toute la planète. Vous êtes impacté à quel niveau, vous? Parce que j'imagine que vous voyagez partout dans le monde, au moins en France, ça c'est sûr, au moins en Europe, mais voilà. Sur les compétitions, là pour l'instant, on n'a aucune date, on sait pas trop où ça va, voilà. Par contre, on a la chance, enfin moi j'ai la chance de m'entraîner dans une structure de haut niveau, donc on a accès aux salles de sport pour s'entraîner. Voilà, donc on n'a pas cessé l'entraînement, on a toujours nos 2 entraînements quotidiens. Par contre, on n'a pas d'échéance en termes de compétition. Il n'y a aucune nouvelle compétition à se projeter, il n'y a pas de prochains objectifs Alors, dans la saison. Il y a des championnats de France qui ont été positionnés sur le calendrier, D'accord. mais un championnat de France qui va avoir lieu par exemple en mars, on sait très bien que ça va être compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va être compliqué. On vous souhaite tout le bonheur du monde, hein, comme on dit, sur la suite de votre carrière. Mathilde, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité, c'est gentil. Merci beaucoup et bonne continuation dans la boxe française. On a découvert un nouveau sport dans Sportez-vous bien. Un de plus. Un de plus. On avait fait pas mal de sports. On avait fait de la pétanque, on avait fait de la voile, au-delà du foot, du rugby, du handball, etc. Ouais. Et donc là, voilà un nouveau sport découvert dans Sportez-vous bien. On va pouvoir passer au débat. Sportez-vous bien. Le débat.
Le point commun entre la NBA et l'Euroleague, ce sont des ligues privées, des championnats fermés. La grosse rumeur de la semaine, une Ligue des champions fermée en football où plusieurs grands clubs auraient déjà signé. Dans une recherche constante de bénéfices, le sport est de plus en plus fait pour les riches. Messieurs, on va un petit peu parler de ça. Moi, perso, j'ai envie de vomir. Je suis dégoûté de ce qui est en train de se dire dans le sport que j'apprécie le plus. Est-ce que le sport, plus particulièrement là, le foot en l'occurrence, est-il condamné à passer sous ligue privée dans le futur? Vincent? Oui ou non? Ah oui, je ne vous l'ai pas dit. D'abord, on répond par oui ou non et ensuite on débat. Oui ou non? Non. Marek? Non. Maxime? Non, il n'est pas obligé. Non. Mehdi? Mais pas obligé. On n'est jamais obligé, vous allez me dire. c'est ça. Mais vous me voyez venir. Est-ce que ça va être une obligation pour pouvoir... Si on veut voilà. des sous, oui. Voilà, c'est ça. Non, oui, c'est exactement ça. Ce n'est qu'une question d'argent. Et en plus, la crise qu'on traverse actuellement accélère les choses parce que les ligues fermées, que vous le vouliez ou non en tant que fan de football, c'est le sens de l'histoire de toute façon, puisque les clubs, les joueurs, les agents, tous les gens du monde du foot, en fait, ils veulent toujours plus, mais en fait, comme tout le monde, hein, comme oui, tout le monde, et on cherche au maximum à avoir le plus de revenus possible et surtout à avoir une certaine sécurité, ce que cette ligue fermée pourrait apporter, des revenus bien supérieurs. Et en plus, une sécurité face à ce genre de crise. Maxime, c'est une obligation, ça va contre l'essence du sport quand même. Ouais, c'est ça, va contre... Vous qui êtes, on va dire, sur les racines, oui, moi je suis totalement contre ça. Déjà, ça, pour moi, c'est l'ère du footisme, comme j'avais dit. C'est parti, quoi. C'est Disneyland. Non, moi je suis contre ça. Surtout que c'était tout le charme en fait, du football qui va se perdre, à mon avis, puisque pour moi, le foot est peut-être le dernier sport au monde où il peut y avoir vraiment des grands retournements de situation, comme on le voit quand il y a des matchs de coupe, par exemple, où les petits poussés peuvent renverser les grands. Et arriver à ce type de ligue fermée, honnêtement, il va y avoir une partie de la magie qui va s'évaporer. Après, comme malheureusement les gens s'habituent, j'ai envie de dire. Et donc si ça arrive, peut-être que ce sera comme quand on suit par exemple les ligues des sports nord-américains, ça rentre dans les mœurs et puis après voilà, il faut le temps de faire l'histoire. Vincent, on en rigole, on en parle souvent, surtout ce soir. On est supporters de Sochaux et de Toulouse, deux petits clubs aux yeux du... Ça changera rien pour nous. Voilà, justement, est-ce que ça... Nous, on rêverait, Toulouse l'a fait en 2007, de faire un tour préliminaire de Ligue des Champions. Toulouse a joué contre un petit club, Liverpool. Justement, c'est ça qui est en train de même nous faire disparaître, nous les petits clubs, c'est-à-dire une saison où tout nous sourit, on finit 3e, on accroche une Europa League, on accroche une Ligue des Champions, et on va jouer contre un très gros, quitte à prendre une rouste et en prendre 6, ça on s'en fiche sincèrement. Ça aussi pour nous les petits clubs, les supporters des Dijon, des Brest et tout le tralala, c'est gênant ça aussi. C'est l'essence même du sport, c'est le fait que tout le monde ait la même chance et la même équité, même si sur le papier il y a quand même des déséquilibres. C'est une fois qu'on rentre sur le terrain, tout le monde a sa chance et les plus faibles à défendre crânement. Mais encore plus dans le foot qu'ailleurs. Oui, surtout. encore plus dans le foot, mais je sais pas si ça va forcément arriver parce que c'est quand même basé sur une économie, aussi sur les droits télé, et choses comme ça. Quand on voit le fiasco Mediapro, est-ce qu'ils sont pas en train de surestimer la valeur des droits télé du football européen? Est-ce que tout le monde va vouloir investir dans cette ligue-là? Et est-ce que ça peut être un flop au bout d'un an ou deux? J'ai les termes d'ailleurs, Jean, si vous voulez, de cette ligue fermée. Donc ça concernerait 20 clubs en Europe, 15 qui seraient permanents, donc 6 Anglais, Liverpool, Manchester United, City, Arsenal, Tottenham, Chelsea, les 3 Espagnols, Real, Barça, Atlético, les 3 Italiens, Inter, Milan et Juve. Alors Inter, Milan AC et Juve, parce que vous avez dit Inter, Milan... Voilà, c'était pour les auditeurs. Oui, non, le l'Inter, club, voilà, le Milan AC, les deux Milan. Sachez que le club, c'est pas l'Inter Milan, c'est l'Inter. Ils vont Oui. d'ailleurs l'intégrer. C'est vrai. Il y a un gros débat d'ailleurs là-dessus, on pourra en parler. Il y a le Bayern, Dortmund, les 2 Allemands, et le seul Français, le PSG, plus 5 invités. En sachant que pour les Français, ça ne serait pas l'OL, qui est pourtant le 2e club français actuellement, ça serait plutôt l'OM. Parce qu'il prendrait en termes de supporters et d'image au niveau européen. Voilà, il faut savoir aussi qu'au niveau des droits télé, on en parlait. Actuellement, par exemple, le vainqueur de la Ligue des Champions prend autour de 150 millions d'euros avec les droits télé où ils en attendent entre 3,5 milliards et 4 milliards d'euros par an. Ça tournerait plutôt autour de 400 millions d'euros pour le vainqueur. Voilà ce qu'ils espèrent. Par exemple, la Ligue européenne pour le foot va vouloir peut-être se baser sur la NBA. La NBA, c'est quoi? Ce sont les droits TV, le sponsoring, les ventes de tickets et le merchandising. C'est ce qui marche forcément, Maxime.
Ouais, mais après la culture du sport américain est différente de la culture du sport européen. On est d'accord. C'est quand vous parliez justement au début des racines et du côté peut-être un peu romantique, je pense que c'est véritablement c'est ce qui fait l'essence même du sport en Europe. Aux États-Unis, il y a la culture du plus fort. C'est quelque chose qui même se retrouve. Et puis du plus, excusez-moi de vous couper, et puis Oui. du plus riche. Du plus C'est-à-dire riche, que c'est ce ça, mais du sont plus fort, ouais. les universités, Exactement. ce sont que ça. C'est quelque chose qui est philosophiquement ancré dans l'imaginaire des gens. Donc on va essayer de transposer, je pense, un modèle qui je pense va peut-être pas forcément marcher chez nous. Enfin, moi c'est mon avis, mais Ouais, mais c'est très français de penser ça, pour la simple et bonne raison que je vous prends l'exemple par exemple de l'Espagne. En Espagne, on aime soit le Real, soit le Barça, et son équipe aussi. Donc c'est quelque chose qui peut être retransposé et ça serait la même chose, puisqu'on peut imaginer qu'ils soutiennent soit le Real, soit le Barça, voire même l'Atlético Et les vanter. dans la Ligue fermée, Ouais. mais au sein de leur championnat, ils restent toujours fans de leur club. Par exemple, En France, c'est beaucoup moins poignant parce qu'en fait, on n'a pas de gros, il y a pas de gros clubs qui écrasent tout, ça n'existe pas en France. Alors qu'en Il y a Italie, Toulouse mais et Sochaux. Ouais, mais par contre, en Angleterre, c'est pas possible. Parce que généralement, justement, les gens sont fans s'ils Ouais, ils vont exactement. être capables d'être pour Sheffield Wednesday. Enfin, j'ai vu des mecs qui étaient en supporters de Italie- Blackburn. Des trucs. En Italie, en Allemagne, c'est exactement la même chose qu'en Angleterre. Ils sont attachés au en Bayern. Italie, c'est En un peu Italie, différent. ils supportent pas Si, Naples. il y a ils supportent pas l'Inter. Si, l'Inter et la Juve sont supportés dans tout le pays. Vincent. Mais justement, avec ce projet-là, est-ce qu'ils attaquent pas tous les marchés sauf l'Europe, justement? Oui, Pour essayer peut-être aussi, de exactement. conquérir C'est vrai. avec ce principe de ligue fermée, pourquoi pas le marché américain? Ouais. C'est Après, vrai. il faut voir une chose. Ces clubs-là, et c'est dit d'ailleurs dans ce que vous avez mis Jean Sureda sur la feuille, ils resteront dans leur championnat. Ils resteront dans leur c'est ce que j'ai championnat. marqué. Alors ils auront quelque part une deuxième équipe et voilà, et quelque part on verra aussi peut-être des matchs plus serrés, voilà, des 4-5-0 mis par le PSG quand ils sont à peu près en forme et pas estropiés. On en a peut-être aussi marre de voir ça, quoi. J'ai pas donné la parole à Marek. Je suis désolé, je viens de me rendre compte parce que les trois ils arrêtent pas de parler. Marek, vous en pensez quoi, vous, sérieusement, de cette ligue fermée, du sport et de la ligue fermée d'une façon générale? J'en pense la même chose que mes camarades, à savoir qu'on est ici à la table, on est tous des défenseurs du sport. Néanmoins, c'est un modèle qui a l'air de fonctionner, notamment avec la ligue fermée la plus récente, c'est l'International Swimming League, voilà, qui fait partie de ces ligues fermées qui fleurissent, qui fonctionnent. En basket, on a aussi l'Euroleague. Alors, l'Euroleague, justement, ça fait du bien. Vous avez raison, pardon, d'en parler, parce que j'ai le contre-exemple de l'Euroleague. L'Euroleague, c'est une ligue fermée qui ne marche pas. Et pourquoi elle marche, l'Euroleague? Je vous donne un exemple. Euroshop, pour les citer, prend l'exemple du Real Madrid. Basket, attention, Real Madrid, basket, qui a dépensé au basket 44 millions d'euros taxes et frais d'exploitation compris pour devenir champion d'Europe. Alors que ses revenus furent de 15 millions d'euros. Vous avez fait le calcul, vite fait, il y a 35 millions qui passent en moins. Et comment c'est? Parce qu'on vient de parler du Real Madrid. En fait, les 45 millions d'euros au basket, vu qu'on est dans l'organigramme Real Madrid, c'est un pourcentage absolument ridicule par rapport au foot. Et c'est là où on en vient. Quand on regarde les équipes de l'Euroleague, c'est le FC Barcelone, gros club de foot, c'est le CSKA Moscou, gros club de foot, le Bayern Munich, gros club de foot, le Zénith Saint-Pétersbourg, gros club de foot, le Real Madrid, Valence, l'Olympiakos Le Pirée, Fenerbahçe, Panathinaikos. Des clubs multisports. Et bien évidemment. Vous avez l'Anadolu Efes, Oui, bien sûr, il y a quelques exemples, mais sur les 18, il y en a facilement la moitié, c'est que des gros clubs. Et le club français, le seul club français, c'est l'Asvel, qui est une entreprise, qui est l'Olympique Lyonnais. Non, qui vient de devenir. Oui, qui est partenaire avec l'Olympique. Vous m'avez compris. Oui, alors il faut savoir une chose sur l'Euroleague. Il y a le contre-exemple sur l'Euroleague. Ouais, mais l'Euroleague, ça a 5 ans. On est d'accord. Pour moi, on peut pas se fier à ça. L'Euroleague, c'est beaucoup trop récent. D'ailleurs, les contrats qui ont été signés, c'est sur une douzaine d'années avec les clubs d'Euroleague. Ils attendent de voir aussi comment ça évolue. Effectivement, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un gros développement du basket en Europe grâce à l'Euroleague. Parce que la marque NBA est peut-être trop forte. Peut-être aussi, ça, mais sûr, ça se développe. Mais c'est beaucoup trop lent et effectivement, pour que ces clubs soient rentables et génèrent assez d'argent pour ne pas avoir besoin soit de mécènes, soit de gros clubs omnisports derrière, pour l'instant, c'est beaucoup trop compliqué. Après, c'est que l'Euroleague, sur le plan du sportif et sur le plan je sais pas comment dire, de la marque Euroleague, je pense qu'il faut laisser encore un peu de temps avant que ça prenne. Voilà, c'est le basket, c'est pas le foot, quoi. Maxime Brossard. Je prendrai en comparaison le hockey, le sport que je connais bien. Je vais vous parler de la KHL par exemple, qui est une ligue fermée aussi, qui est une ligue qui réunit des équipes russes. Il y a une équipe chinoise aussi, des Slovaques et des Slovaques. Voilà, c'est la meilleure ligue de hockey en Europe. Elle est fermée. Le niveau de jeu dedans est excellent, vraiment. Quand j'ai regardé quelques matchs, c'est même meilleur que la NHL, mais seulement la NHL, elle a l'histoire avec elle. Elle a aussi le fait que
on a beau dire ce qu'on veut, les Américains, c'est les rois de la communication. Ils sont capables de vous vendre du show et mais oui, voilà, ils sont bien capables de vendre un match qui est pitoyable et qui en fait, ils sont capables de vous dire c'est le meilleur match du monde et vous allez le croire. Et ça, c'est quelque chose que nous, par contre, Européens, on a du mal à développer, c'est cet esprit, cette force On de est la plus sage, communication. quoi. On est peut-être moins dans l'émotion, on arrive moins à appuyer sur le bon bouton pour faire aimer les gens, faire adhérer les gens. Est-ce que est-ce qu'on dit adieu avec cette ligue fermée dans le football? On parle du foot et je parlerai des autres sports après. Est-ce qu'on est en train de dire adieu aux sélections? Non. Mehdi? À part si vraiment la FIFA et l'UEFA veulent embêter tout le monde, je vois pas. Ça va marcher ce que dit la FIFA et l'UEFA pour l'expliquer aux auditeurs. C'est débile. Ça va à l'encontre de la FIFA et de l'UEFA qui veulent eux garder les clubs pour faire de l'argent. Voilà, c'est comme ça. Écoute, Et ils interdisent tous les clubs et les joueurs qui prennent part à la Ligue européenne seront interdits de disputer la Ligue des Champions et la Ligue Europa et les coupes du monde de clubs, je etc. pose tous une question. Imaginez un Euro, une Coupe du Monde sans Neymar, sans Messi, sans Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous arrivez à vendre votre compétition? Bien sûr. Je rigole. Voilà. Donc là, en fait, c'est une menace un peu dans le vent parce qu'ils ne peuvent pas. Ils essayent de lutter contre ça, mais C'est pas la fin des sélections alors, Marek? Ça Non, changera je rien. pense pas. Non, je pense pas. C'est Compliqué. c'est compliqué, oui. Il y a aussi une question de calendrier. Je veux dire, comment enchaîner aussi les matchs, la sélection. Ce sera à la place de la Ligue des Champions, non? avec tous les revenus qu'ils ont, on peut imaginer 2 équipes. Après, Oui. il y a une chose, c'est qu'il y a je l'ai pas dit aussi, mais l'instauration d'un salary cap dans Mais cette ligue fermée. Est-ce que le club qui va mettre autant d'argent va vouloir aussi libérer ses joueurs pour les envoyer en sélection? Ah, ça va faire comme la NBA. C'est ça, ou c'est-à-dire que la les NHL. grandes sélections vont choisir leur. Après, si c'est 2 poules de 10 comme c'est prévu à peu près, il y aurait 16 matchs dans l'année. Ouais, t'arriveras à libérer tes joueurs. ça fait une les Ligue des joueurs Champions. peuvent être libérés. Hein. Justement, vous avez parlé du salary cap. Le salaire moyen des joueurs de NBA pour la saison 2019-2020 est de 7,5 millions de dollars par an. C'est-à-dire que c'est tout simplement le plus élevé, tout sport confondu. Ouais. Donc là, normalement, avec une ligue fermée, le foot va exploser ce. Oui, va après, exploser ce chiffre. Après, au basket, ils on sont l'a dit. moins. Au basket, voilà. ils sont moins. On l'a dit, un Ils sont- effectif ils de sont- basket c'est 15, Voilà, un effectif de foot, si c'est on a 30. une ligue fermée, ça sera 30-35 quoi. Ouais, bien Donc c'est sûr. pas la même chose non plus. Quoi. Mais le ratio sera sûrement le même. Ça augmentera forcément. Le tennis est presque déjà dans une sorte de ligue fermée avec l'ATP. Je vulgarise énormément la chose. Est-ce que C'est le sport individuel. Est-ce que le rugby, le handball, je laisse sans manquer de respect aux auditeurs Bon, qui le aiment top 14 c'est déjà une ligue fermée. Ouais. Non mais Bientôt, c'est vrai. ouais. Sans manquer de respect aux auditeurs qui adorent le volley, je laisse un petit peu le volley de côté, sans leur faire offense bien entendu. Mais le rugby, le handball, pour terminer le débat là-dessus, est-ce qu'ils sont obligés d'y venir? Le top 14 y est un peu, le championnat anglais y est un petit peu. D'une façon générale, Pro 14 le aussi. rugby, On l'avait déjà, le rugby Pro est déjà 14. un peu. Mais est-ce que le handball, par exemple, est obligé de suivre ça, le rugby? Ouais. Si le foot y est, si le basket y est, pour survivre, il va falloir faire quelque chose. D'un point de vue continental, vous pourrez pas faire pareil au rugby. Il sera pas assez d'équipes. C'est vrai. Ouais, Voilà, imaginez déjà, Moscou. le Ah, débat est clos. on peut imaginer une grosse franchise à Moscou avec que des néo-Z et Ça, c'est des impossible. Australiens. Ça fera ça jamais. C'est Bah impossible. Poutine le il rugby. dira oui. Hein. Bon, il aime pas le rugby. Il adore le hockey, Poutine justement. Ouais. C'est vrai. Ouais. Donc ça change rien. Non, pour je pense ces- que ça change rien il y a- pour ces clubs. le rugby, c'est pas un sport qui a un rayonnement continental et mondial suffisamment important pour pouvoir faire une ligue fermée Européenne. européenne avec des gros droits TV et tout le monde qui regarde. C'est pas possible, ça marchera pas. Maintenant, pour terminer l'émission et avant de se pencher sur ce grand match de 20h45, moi je vous propose, et chers auditeurs qui nous écoutez, on se cotise tous, on Voilà. met beaucoup d'argent et comme ça on met le TFC dans la ligue privée. Et tous les jours on jouera contre le Real Madrid et ça Non, c'est par, incroyable. contre, par contre, ce que vous pouvez faire en ce moment, c'est faire répondre à l'appel d'offres de la Ligue de football Ah, professionnel pour récupérer la Ligue C'est 2. vrai. Parce que pour l'instant, le prix de la Ligue 2. Chers auditeurs, on fait un appel d'offres sur Sportez-vous bien. Et comme On ça, lance une la cagnotte. Ligue 1 sur Sportez-vous bien. La Ligue 2 commentée par Jean Sureda et Maxime Avec Brossard. si vous avez gagné sur votre pari gagnant sur le rugby, normalement vous avez de quoi racheter. Ah oui, c'est vrai, il gagne des sous en plus. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Bon, j'ai eu quelques euros en poche, mais de là à acheter un club où ça va être limite. Merci messieurs, merci à Coraline et Romain à la réalisation. Une émission évidemment spéciale. On va tous Extraordinaire. se Allez, dé- allez-y, on va lâchez se les dépêcher. superlatifs. Je me lève déjà, je vais partir parce qu'il y a C'est Sochaux-Toulouse. Canto. Sochaux-Toulouse, bien évidemment. On en reparlera bien évidemment. On vous La dit pas semaine- lundi prochain, Jean Sureda. on se dit pas lundi prochain. Passez une bonne semaine, chers auditeurs, et on se retrouve nous lundi prochain dans Sportez-vous bien lundi.